Donc, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation à ce séminaire. Donc déjà, je vais commencer par préciser un peu ce sur quoi j'ai pu travailler et comment j'en suis venue à m'intéresser à ce sujet, donc de manière un peu annexe à mon travail de thèse. Ma thèse ne porte pas sur ce sujet, mais il y a eu un mélange entre l'actualité dans laquelle je faisais ma thèse et des petits questionnements qui ont émergé au fur et à mesure, qui ont fait que je me suis dit que c'était intéressant de regarder ce qui se passait du côté de la syndicalisation des cadres. Donc, comme Yoann l'a dit, moi j'ai récemment soutenu ma thèse en sciences de gestion. J'ai fait un master à Paris-Dauphine Conseil et Recherche, le même intitulé. J'ai choisi la bifurcation recherche plutôt que conseil, même si j'ai fait des stages notamment dans des cabinets de conseil. Donc j'ai soutenu ma thèse au mois de novembre et ma thèse elle porte sur un outil de gestion qui s'appelle les feuilles de temps que vous serez sans doute amené à remplir, à avoir si vous êtes consultant, mais ça ne se limite pas au conseil, il y en a également dans d'autres métiers. Les métiers je m'intéresse aussi aux métiers notamment de la publicité, du marketing ou encore de l'audit dans ma thèse. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui ont fait que je me suis intéressée à la question de la syndicalisation. C'est déjà donc, quand je collectais mes données de thèse, donc essentiellement des entretiens, j'en ai une soixantaine. À un moment, je me suis dit, est-ce que peut-être que des consultants qui seraient syndiqués vont me raconter sensiblement autre chose? Donc, je suis un peu allée chercher du côté de personnes syndiquées, voir un peu ce qu'ils pouvaient me raconter. Je suis également syndiquée par ailleurs, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder aussi ce qui se passait de ce côté-là. Un élément qui a joué aussi, c'est que donc moi je travaillais sur ma thèse pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. Et pendant cette mobilisation, il y avait donc, beaucoup de gens qui manifestaient, plusieurs millions de personnes sur certaines semaines, et notamment sur les manifestations à Paris, il y avait des commentaires dans la presse qui disaient là on a un peu tous les métiers dans la rue, on a des syndicats, notamment la CFDT et la CFE-CGC, qui sont très peu présents d'habitude, qui sont là présents en masse et qui sont associés à des métiers qu'on n'a pas forcément dans les mobilisations, dans le mouvement social traditionnellement. Et parmi eux, on avait donc l'idée des commentaires qu'il y avait peut-être des consultants, des personnes pas forcément très mobilisées d'habitude, qui là étaient présents dans la rue. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ça tranche avec les mobilisations qu'on peut avoir en temps normal. Donc ces questionnements, ils m'ont amené à écrire un petit chapitre dans un livre qui s'appelle L'état du management, qui est un livre qui est lié à Paris-Dauphine, qui sort tous les ans, dans lequel donc, j'ai fait une petite contribution d'une dizaine de pages sur la syndicalisation des cadres, en faisant un état de l'art de la littérature, et en m'intéressant aussi à quelques cas concrets de construction syndicale, notamment un dont je vais vous parler. Tout d'abord, pour commencer, je vais en parler pendant la présentation. La question de la syndicalisation des cadres, elle est assez singulière. C'est quelque chose qui va plutôt pas de soi dans le monde du travail. Donc moi, je parle de sorte de reconfiguration des formes d'action collective des cadres. Et c'est quelque chose qui a replacé donc, dans les mutations du secteur du conseil et aussi les activités de cadre. Je ne vais pas revenir sur ce que c'est que le statut de cadre. Il y a beaucoup de textes sur ça, notamment que ce soit Boltanski ou Bouffarty. Il y a beaucoup d'écrits, peut-être que vous avez pu croiser pendant vos études. Mais globalement, quand on parle de cadre aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de les replacer dans un contexte de division internationale du travail, qu'on retrouve, qui est quelque chose d'assez ancien, qu'on retrouve chez Ricardo dès les années 1810. Globalement, on a une partition de l'emploi à l'échelle mondiale, avec des emplois qui vont être plus présents, certains métiers aussi dans certaines zones, notamment donc les cadres. Globalement, on va plutôt être sur des métiers qui vont s'inscrire dans les grandes villes, dans des grandes métropoles, que ce soit donc Paris, le quartier de la Défense ou certains arrondissements parisiens, New York, Londres, etc. Donc on est sur des métiers, des types d'activités qui vont s'inscrire, se trouver dans certains endroits. Et donc ce qui est intéressant, c'est que moi, mes données, elles sont plutôt sur des cadres par facilité qui travaillent plutôt sur Paris. Si on fait l'effort de regarder ce qui va se passer par exemple à New York, on peut être sur des problématiques qu'on va retrouver ça et là à travers le monde. Globalement, on est sur des activités de services qualifiés, d'encadrement ou de conception, qui vont surtout se trouver dans des métropoles de pays à haut revenu.
Là où justement, si on regarde la division internationale du travail, les activités qu'on va appeler d'extraction, de production ou de conditionnement, elles vont plutôt être dans les pays qu'on va appeler par exemple du sud global. Ça, c'est quelque chose d'assez schématique, mais c'est pour aussi positionner les gens dont on parle. En France, donc, on a une tertiarisation des économies avec une concentration des cadres dans des grands bassins urbains. Ce qui est aussi intéressant, je pense, qui donne des pistes de recherche, c'est le fait de se dire, est-ce qu'en tant que chercheur, notre recherche, on doit l'inscrire dans le cadre des frontières nationales ou regarder systématiquement peut-être ailleurs et pas se limiter à certains éléments. En France, on a aussi un déplacement significatif, donc je vous ai parlé des mobilisations contre la réforme des retraites. On a un événement en 2023 qui est l'élection de Sophie Binet à la tête de la CGT. Sophie Binet, elle n'est pas cadre en tant que telle, mais elle était à la tête de l'UGICT, qui est la branche de la CGT dans laquelle on trouve des cadres. Ça, c'est un jamais vu dans l'histoire de syndicat, qui a plutôt tendance à mettre à sa tête des figures du mouvement ouvrier tel qu'on pourrait l'entendre traditionnellement. Et lorsqu'elle prend la tête de la CGT, Sophie Binet, elle dit qu'il y a un enjeu qui est celui de la syndicalisation des cadres, puisque ce sont des populations qui sont traditionnellement moins syndiquées, mais qui, du fait des restructurations de l'économie contemporaine, sont en fait présentes en nombre dans l'économie. Donc aujourd'hui, si un syndicat veut toucher beaucoup de gens, en fait, il y a un intérêt stratégique à regarder du côté des cadres, ce que les syndicats ont du mal à faire pour tout un tas de raisons dont on pourra parler après. Ce qui est intéressant aussi, donc je vais vous donner quelques chiffres après, donc on a des éléments finalement qui nous permettent de sentir une forme de vitalité entre guillemets du syndicalisme des cadres, ce qui est un peu contre-intuitif puisque ce syndicalisme des cadres, notamment qui s'incarne à travers la CFE-CGC, c'est un syndicalisme qu'on va plutôt qualifier d'habitude de catégorie. Donc ce sont des gens qui vont défendre des intérêts professionnels sans forcément faire le lien avec le reste du salariat des travailleurs. Les cas, moi, que j'ai observés, les échanges que j'ai pu avoir aussi avec des syndicalistes et aussi les éléments qu'on observe dans les conditions de travail, notamment des consultants, on est face à un syndicalisme en mutation qui devient de plus en plus revendicatif et qui s'inscrit en rupture avec ce que Baptiste Giraud appelle une domestication des conflits dans le travail. Donc on a aussi, en fait, c'est des choses qui évoluent très doucement, c'est quelques cas ça et là, on n'est pas face à un truc d'ampleur, mais on a un syndicalisme qui est de plus en plus revendicatif et ce qui tranche avec la manière dont existent ces métiers traditionnels. Alors pour faire un petit tour d'horizon, la France, c'est un des pays qui a un des plus faibles taux de syndicalisation d'Europe et toute enquête confondue, on a une tendance au recul du syndicalisme depuis plusieurs années, décennies, sauf justement chez les cadres. Donc se pose toujours la question dans les statistiques comment on va définir cette catégorie. Mais si on regarde une étude de la DARES de 2023, on a l'idée que dans le secteur privé, toutes les catégories socio-professionnelles connaissent une baisse de la syndicalisation, sauf celle des cadres qui en fait progressent tout doucement, mais progressent. Donc il y a un rebours des autres catégories. On a aussi des exemples qui sont particulièrement médiatisés. On peut se dire qu'en fait, la forte médiatisation des cas d'organisation collective, notamment dans les métiers du conseil ou dans certains métiers, c'est aussi lié à une position sociale avantagée par rapport à d'autres métiers. On va plus facilement avoir accès à la presse, aux médias. Par exemple, on va en parler juste après, mais donc le cas que j'ai pris, les gens arrivent à mettre en scène leur engagement, à avancer sur leur sujet, par exemple sur LinkedIn. Donc, on a une vitalité qui est associée en fait, à une visibilité assez forte, peut-être par rapport à d'autres métiers où c'est plus difficile de mettre en avant ces mobilisations en avant. On a un cas, donc une intersyndicale CGT, FO, CFTC, au sein du cabinet Ernst Young, EY et associés, qui a été assez médiatique. Et notamment, il y a beaucoup de choses qui se passent sur LinkedIn. Donc ça, ce sont des choses qu'on n'avait pas du tout avant et qui émergent pendant la mobilisation contre la réforme des retraites notamment. Ce cas de mobilisation, il tranche largement, puisque, comme l'appelait Fartig, les cadres, c'est une catégorie particulière du syndicat, parmi laquelle on va en partie trouver des consultants. Ce sont des salariés de confiance, ce sont des gens qui ont une position intermédiaire dans la production, qui notamment vont avoir l'idée d'un rapport plutôt déconflictualisé à l'employeur, au patronat, un rapport de confiance, et pour les personnes qui sont cadres et qui encadrent des salariés, qui vont servir de position intermédiaire entre les personnes à la base et la direction de l'entreprise.
Alors, si on regarde du côté des éléments assez structurants concernant les attentes des cadres, on va aussi retrouver dans les études côté consultant. Donc là, c'est un sociologue qui s'appelle James Thomas qui en 2011 a expliqué qu'on est face à des personnes qui ont un attachement très fort à leur autonomie, une adhésion très forte à la mesure du temps de travail, qui éprouvent des difficultés à maintenir des frontières entre leur vie privée et leur vie professionnelle, qui font face à des temporalités démesurées de travail, qui font également face à un stress élevé et un sentiment fort de manque de reconnaissance, et le sentiment que leur catégorie donc, de cadre a un peu tendance à se disloquer. Ce sont des éléments qui sont intéressants puisque ce sont des éléments que les syndicats vont reprendre à leur compte pour essayer de s'organiser, de mobiliser sur leur lieu de travail, mais ce sont aussi, et c'est là où c'est intéressant, des éléments qui peuvent être un obstacle à la syndicalisation à proprement parler. S'engager dans un syndicat, c'est quelque chose qui va être perçu, donc là je cite des sociologues Guillaume et Pochic en 2009, s'engager dans un syndicat pour ces populations, ça va être vu comme chronophage, risqué et une remise en cause du lien de confiance avec l'employeur. Quand on fait face à des horaires de travail qui sont plutôt démesurés, c'est pas forcément évident de se dire qu'on va prendre du temps en plus, voire trouver du temps pour mener une activité syndicale. Ça pose la question aussi du lien avec l'employeur, puisqu'on va venir conflictualiser ce lien qui est plutôt traditionnellement un lien de confiance et déconflictualisé. On a une loyauté aussi qui est contrainte, même si elle s'effrite. On a des études de l'APEC ou encore de l'IFOP qui montrent que la rémunération variable est assez importante, notamment dans les métiers du conseil et plus largement des cadres. Par exemple, l'APEC nous dit qu'en 2019, 55% des personnes dans les directions des ressources humaines ont une rémunération avec une part de variable. On a des choses qui se retrouvent un peu remises en question directement, où on peut se sentir un peu menacé si on fait le choix d'engagement collectif. Autre élément qui va un peu servir, qui va être un obstacle, ça c'est quelque chose de très circonstanciel qui peut évoluer, notamment dans le secteur du conseil. Sur ces dernières années, on était dans des métiers où si jamais on n'est pas content dans son travail, c'est très facile de se faire embaucher ailleurs. Une partie de la syndicalisation, elle est liée à du mécontentement sur le lieu de travail, on s'engage pour faire changer les choses. Dans des métiers où finalement, si jamais on n'est pas content, on peut être embauché dans l'entreprise d'à côté. Peut-être autant partir individuellement, c'était plus satisfaisant comme issue, voir finalement si on s'engage, si on est trop contestataire, peut-être qu'on va se retrouver avec une mauvaise image et ça va nous fragiliser pour aller ailleurs. Donc se pose la question de, voilà, quand on peut partir facilement, pourquoi rester pour transformer? Ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans les entretiens que j'ai pu mener donc aux alentours de 2021-2022, un peu après. Je pense que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est en train de changer, notamment dans certaines branches du conseil. On a tout un cas de crainte, voire de licenciement lié indirectement ou directement, en tout cas c'est le prétexte, à l'intelligence artificielle. Donc cette observation-là, je serais peut-être plutôt tenter de la nuancer aujourd'hui. Mais il y a quelques années, voilà, les gens disaient moi, si je suis pas content, je peux partir et me faire embaucher ailleurs, donc j'ai pas d'intérêt à l'engagement collectif. Malgré ces éléments, on a quand même une idée, par exemple, chez les syndicats, FOCadre en 2022, qui nous dit que les cadres sont l'avenir du syndicalisme en raison de leur poids croissant. Ce qui joue du côté de ces métiers aujourd'hui, c'est des enjeux de mobilisation quand même autour du temps de travail, de mobilisation contre l'intensification du travail ou encore de reconnaissance. On est face à des métiers, donc je l'ai dit, où on a un travail qui est intense, qui est pourvoyeur de stress. Et donc moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans mes entretiens de thèse. Les gens n'étaient pour la plupart pas syndiqués, mais quand on discute avec eux de leurs conditions de travail, il y a quand même plutôt du mécontentement. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont expliqué que leurs conditions de travail avaient tendance à se dégrader, que même s'ils étaient bien payés, ils travaillaient quand même énormément et que ramené au taux horaire, on va dire que le salaire n'était pas si énorme que ça, entre guillemets, et donc une pression très très forte. Il y a donc moi, ce que j'ai associé à quand même une forme de souffrance au travail qui s'est exprimée dans ces entretiens. Et je vais finir parce que j'arrive au bout, au cas justement ce cas EY et associé qui est assez intéressant, qui est une sorte de laboratoire des tensions actuelles au travail qui existe encore aujourd'hui. Ça vous intéresse, vraiment, si vous voulez voir à quoi ça ressemble un syndicat chez les consultants, allez voir sur LinkedIn, ils ont une page. Donc pour constituer ce cas, j'ai échangé avec
des personnes syndiquées chez eux. J'ai lu aussi la documentation produite par ce syndicat-là, et j'ai regardé également toute la presse qu'ils avaient autour de leur action. Donc on est sur une intersyndicale qui est créée en 2022 et qui a des revendications, notamment la limitation à 48 heures par semaine du temps de travail hebdomadaire, ce qui est quand même déjà, c'est quelque chose, 48 heures par semaine. Là, ils sont, je crois, à plus de 55 heures. En fait, il y avait un accord validé par la CFE-CGC et la direction de l'entreprise qui montait à quasiment 60 heures par semaine. Donc eux, leur revendication assez modeste, c'est de dire on va un peu rétro-pédaler, on va passer à 48 heures, s'il vous plaît. Ils mènent des enquêtes internes, ils mettent en place en fait des formes de référendum au sein de leur organisation. Leur enquête interne, elle produit des résultats qui sont assez frappants. Déjà, il y a une très forte participation à leurs enquêtes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément énormément de personnes syndiquées. Ça peut être un peu vu comme stigmatisant, comme j'ai dit, de s'engager. Par contre, leurs enquêtes, leur référendum, il y a énormément de gens qui s'impliquent. Il y a 94% d'insatisfaction salariale dans l'entreprise. Les gens notent aussi une stagnation des rémunérations depuis 15 ans et 77% des interrogés déclarent un déséquilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ils ont également réussi à faire monter à 60% le taux de participation aux élections professionnelles. Donc même si on n'a pas une syndicalisation directe, on a une mobilisation croissante qui est stimulée par ces syndicats qui se mettent dans une position plus revendicative et un renforcement de la CGT notamment et de la CFDT au détriment de la CFE-CGC qui garde des élus dans l'entreprise mais qui se retrouvent fragilisés et notamment donc une remise en cause directe de cette attitude qui consiste à négocier des flexibilisations, notamment du temps de travail, directement avec la direction de l'entreprise. Il demande aussi une indexation directe des salaires, donc une limitation plus directe du temps de travail ou encore un partage plus équitable de la valeur produite dans l'entreprise. Une partie de la littérature sur le syndicalisme de cette catégorie, on avait l'idée qu'en fait les syndicats avaient tendance à défendre en deçà de ce que pouvaient obtenir les salariés. Ce cas précis montre qu'on en vient un peu à effriter cette idée et ça permet de nuancer en fait toute une littérature qui existait jusqu'à la fin des années 2000. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des éléments qui sont partiellement repris par l'UGICT et en fait la tête du syndicat de la branche s'adapte progressivement à ce type de revendication, notamment donc, moi sur les derniers entretiens que j'ai menés, ce qu'on dit c'est que du coup du côté de la base syndicale, il y a un gros sujet autour du forfait jour, qui est quelque chose d'assez insatisfaisant pour les personnes syndiquées, et ce sont des choses que les directions syndicales, notamment par exemple l'UGICT, ont du mal à reprendre à proprement parler comme revendication. Donc l'autre élément aussi qui est intéressant, c'est qu'on a dans certaines entreprises un foisonnement, des revendications qui émergent mais qui ne sont pas directement appropriées par la tête des branches syndicales notamment. Donc du coup on a un écart par exemple entre ce que va demander la CGT à la base, par exemple à EY, et ce que va proposer l'UGICT. Donc on a aussi un travail de rééquilibrage, d'adaptation des organisations syndicales à des nouvelles revendications qui émergent à la base. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, cette syndicalisation, on peut la comprendre à la lumière de différents éléments, la transformation des organisations, des identités et des pratiques professionnelles qui sont mises sous pression, fragilisées, et l'émergence de revendications, notamment autour du temps de travail, du salaire et de la reconnaissance du travail. On est face à un groupe qui est peu représenté syndicalement, avec des obstacles forts à l'engagement qui perdurent. Il ne faut pas se dire que tout le monde se syndique, etc. Mais on a quand même une montée en participation et en visibilité de certaines formes d'engagement, ce qui dénote fortement avec ce qui existait depuis pas mal d'années. Ça invite à réfléchir aux questions de gouvernance, à la redistribution de la valeur, mais également de l'appropriation par les directions syndicales des revendications qui émergent auprès en fait, de groupes qui sont traditionnellement peu représentés dans les syndicats, et donc des mutations qui pourront aussi avoir lieu donc à la fois dans la sphère du travail et dans la représentation syndicale. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse mettre sur vos questions. Question, spasme. Une question. J'imagine que le modèle de ce que j'ai vu
cabinets de conseil sont rentables parce que, grosso modo, la loi, c'est-à-dire que si on ramène un REM aux heures passées, les gens sont au SMIC. Est-ce qu'on a des études sur l'impact de ces syndicats dans ces cabinets? Est-ce qu'on y travaille mieux? Est-ce que le droit est respecté? Parce que c'est juste une opinion personnelle. Je me dis que si les cabinets respectent stricto sensu la loi, ils font plus de bénéfices. Je réponds directement. Vas-y. Non, j'ai pas vu, c'est des choses que j'avais regardées. Je pense que notamment côté le cas le plus visible, c'est quand même celui de EY. Je pense que c'est encore trop récent. Mais en fait, y compris toute la bataille autour de la question du temps de travail, ils sont en train de la mener. Il n'y a pas eu de redescente, je crois qu'ils ne sont pas à 48 heures. Donc non, il n'y a pas de choses encore. Mais en même temps, clairement, c'est une tension. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans ma thèse. Effectivement, il y a des gens qui me disent, moi, ramener au taux horaire, en gros, je te ramène du travail le soir chez moi, j'ai pas de vie, je suis malade à cause de mon travail. Et en fait, ramener au taux horaire, je travaille beaucoup, mon salaire est bien, mais dans des périodes de rush où on travaille 65 ou 70 heures par semaine, ce qui n'est pas forcément le cas toute l'année, en fait, c'est des choses qui sont poussées par l'entreprise. Par exemple, dans l'audit, on va avoir des périodes de rush qui vont être liées au moment, des périodes de clôture de compte, etc. Et donc, l'idée un peu saisonnière que sur certains moments, on va énormément travailler, d'autres un peu moins. Donc oui, je pense que ça interroge directement les business models, la question de la rentabilité pour certaines structures. Mais bon, effectivement, ça se fait au mépris de la loi, de la santé des salariés, mais j'ai pas vu d'études encore directement sur ça. 1, 2, 3. C'est un peu dans cette veine-là une question que là tu montres des cabinets assez huppés quand même, etc. Donc on a tout un tas de cabinets de conseil, peut-être le gros en fait, de SSD, Webstone, Accenture en fait, on travaille beaucoup moins en fait. Est-ce que là, j'en vois un peu, mais peut-être des billes là-dessus, il y a une syndicalisation qui est forte, qui est plus forte qu'avant, parce que les contraintes sont moins fortes. Alors, sur les plus petites structures, j'ai le sentiment qu'il y a des choses, y compris sur des plus petites structures, des gens qui vont aller à Sud et qui vont avoir par exemple une activité publique, assumée dans le syndicat avec du travail de formation, de réflexion, des initiatives très très intéressantes. Mais je pense que ce sont des choses qui sont, qui sont nettement moins visibles. En fait, ce qui est intéressant avec les cas dans les grosses entreprises, c'est que il y a des bornes qui sont outrepassées assez systématiquement et je pense une capacité d'organisation et de visibilité. Ce qui est intéressant sur EY, c'est qu'en fait, il se passe un petit truc à EY. D'un coup, toute la presse va regarder parce que EY, c'est un gros cabinet, c'est vachement parmi les noms les plus connus, donc c'est plus facile, je pense, d'avoir de la visibilité. Là où je pense que j'ai des cas de plus petites entreprises, il y a deux choses, soit ça attire moins l'attention, soit par ailleurs j'ai aussi des entretiens dans ma tête sur des plus petits cabinets où en fait le temps de travail n'est pas forcément systématiquement respecté, mais les gens arrivent à plus borner leur temps de travail. Et par ailleurs, s'il y a des conflits à la marge sur ces sujets-là, c'est possible de passer directement, pour le coup, d'être sur la négociation beaucoup moins frontale avec l'employeur et de refaire respecter des choses ou de négocier plus facilement des récupérations sans repasser par un syndicalisme visible et très offensif. Oui, alors, parce que ça m'inspire l'histoire d'EY que j'ai côtoyé pendant des années, c'est que là, on est face à un segment de l'industrie du conseil qui est arrivé à maturité. Et on n'a plus énormément de croissance. Et donc, on fait des bénéfices. Il y a quand même des associés qui doivent rembourser les emprunts, comme j'ai dit, en serrant un peu les boulons. Alors que la phase précédente, mais je pense qu'elle peut exister pour d'autres cabinets conseils, c'est la phase du cabinet en croissance. Là, quand le cabinet est en forte croissance, il y a des possibilités de promotion élevées, il y a des augmentations de salaire élevées,
parce que en fait, on recrute sans arrêt des nouveaux qui vont nourrir, et souvent on encadre, on monte dans l'encadrement, etc. Donc, un des critères aussi pour se faire recruter dans un cabinet, c'est d'essayer de trouver le cabinet de taille moyenne qui est en croissance, quoi. Et ça, le contexte à ce moment-là est différent. Parce que chez EY, il y a 20 ans, c'était pas du tout peut-être faire une fusion qui s'était mal passée, mais on n'était pas dans ce genre de choses. Alors que maintenant, les entreprises ont tellement externalisé en fait, un certain nombre de leurs activités que les cabinets conseils n'ont plus tout à fait le même métier qu'avant. Je dis aussi, il y a aussi des cabinets conseils qui ont une logique coopérative, donc une gouvernance coopérative. Donc ça, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire que tous les salariés participent aux décisions stratégiques, enfin au conseil d'administration sur la base de une personne, une voix. Donc même s'ils ont moins de parts, ils ont autant de parts que voilà. Donc ça existe aussi. Et puis il y avait aussi des cabinets conseils qui avaient instauré, et ça des systèmes de rémunération où en fait on était rémunéré proportionnellement à sa production. C'est-à-dire qu'on faisait tant de journées facturées tant, eh bien on avait droit à un salaire de temps. Voilà. Et donc ça pouvait se réguler de cette manière aussi. Et donc, mais évidemment, ce n'était pas les énormes géants qui fusionnaient entre eux pour devenir encore plus géants. Donc j'insiste sur aux jeunes là, sur la variabilité des situations qui peuvent exister dans cette vaste industrie. Et donc, elle posait énormément de questions à l'employeur potentiel sur la gouvernance, la situation, la croissance, les évolutions de carrière, etc. Peut-être pour faire un commentaire et rebondir aussi avec la question précédente, ce qui est intéressant du point de vue des syndicats, ce type de situation et cette variété, c'est qu'en fait, ils vont se retrouver avec, dans certaines entreprises, certains cabinets, avec par exemple une personne syndiquée qui ne va pas monter, en fait, il n'y a pas forcément d'intérêt propre et les leviers pour créer vraiment des grosses structures. Et donc, ce qui va se passer aujourd'hui, notamment par exemple à Paris, pareil, ce sont des choses qui sont assez balbutiantes, on va dire. C'est donc les syndicats qui vont créer en fait des branches par secteur d'emploi. Donc typiquement aujourd'hui on a ça avec les métiers conseil, audit, etc. En fait ils vont un peu dépasser l'idée de se dire on va être syndiqué par exemple dans une entreprise à proprement parler et regrouper les gens plutôt par métier pour justement réussir à intégrer des gens qui vont être tout seuls dans une entreprise et qui ne seront jamais plus de 5 parce qu'en fait, je sais pas, peut-être c'est un petit cabinet où ils sont 15. Des formes aussi où peut-être dans une organisation ça va être très compliqué et du coup plutôt que les gens se soutiennent par secteur de métier en tant que tel plutôt que réduire l'engagement aux frontières de l'entreprise pour effectivement coller à des situations où il peut y avoir des variétés très très fortes mais derrière un peu un métier similaire. Alors je vais faire ce qu'on fait d'habitude dans les conférences quand on est un peu en retard. Est-ce que tu veux bien que ta question alimente les échanges pendant la pause? Marion, merci beaucoup.